Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Ahmad Abdoulaye Ogoum, Conseil national de transition. Il est président de la commission développement rural, environnement et changement climatique, aménagement du territoire, urbanisme et habitat. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes conseiller, vous êtes membre du Conseil national de transition. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est ici la présentation de votre commission, alors, nos téléspectateurs aimeraient bien connaître qui est Ahmad Abdoulaye Ogoum. Bien, merci. Ahmed Abdoulaye Ogoum est né le 17 septembre 1956 à Biltine. Et après avoir obtenu mon bac en 1978, la première promotion, disons, de la série G3, technique commerciale, j'ai bénéficié d'une bourse pour aller étudier en Tunisie, où j'ai passé 4 ans pour obtenir un diplôme supérieur. À l'époque, on appelait ça maîtrise en gestion des entreprises. Donc, rentré au pays depuis 2002, j'ai essayé donc de travailler un peu partout. J'ai créé un parti politique en 2002. Et puis, maintenant, je suis entré vraiment dans la politique, où j'ai occupé plusieurs postes au niveau du gouvernement et au niveau du conseil du président de la République. Voilà, en gros. Et aujourd'hui, je suis désigné membre au sein du Conseil national de la transition. Donc je suis conseiller national de transition. Oui, vous êtes conseiller national de transition et en même temps président de la commission développement rural et environnement. Je fais un peu économie de l'appellation de toute de l'intitulé de la commission. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la commission développement rural pour ainsi abréger le titre? Merci. Bien, avant cela, je crois qu'il faudrait peut-être, avant d'arriver à la commission, il faut dire comment nous sommes arrivés à cette commission. Bon, je voudrais rappeler tout simplement que notre pays, après la disparition tragique et brutale donc, de son président, a failli être disloqué. Et n'eût été les officiers supérieurs de ce pays qui ont pris les choses en main et qui ont mis en place le Conseil militaire de transition. Et de là, le Conseil militaire de la transition a mis en place les autres organes de la transition. Donc vous le savez, les organes de la transition qui sont définis dans la charte. Nous avons le Conseil militaire de transition, nous avons le Conseil national de transition et nous avons le gouvernement de transition. Voilà les 3 organes qui ont à charge de sauver notre pays de la dislocation, de ramener la paix, etc. Donc comme je le disais, le Conseil militaire de la transition, c'est vraiment l'organe qui définit les grandes orientations de la politique nationale du pays, donc la politique économique, la politique sociale, la politique culturelle du pays. Alors, ça c'est la mission du Conseil militaire de la transition qui a mis en place un gouvernement de transition. C'est un gouvernement civil qu'ils ont mis en place. Et ce gouvernement de transition a pour principale mission donc de conduire et d'exécuter la politique définie par le Conseil militaire de transition. Et parmi les organes, on a le Conseil national de transition qu'ils ont essayé de mettre en place. Et ce Conseil national de transition exécute. Bon, ce Conseil national de transition, il a pour mission, entre autres missions, donc ça vous retrouvez au niveau de la charte. Voilà. De transition qui est un parlement provisoire. Voilà, un parlement provisoire qui, au niveau de la charte de transition, lui assigne certaines missions. 4 principales missions, mais ce qui nous intéresse, c'est peut-être donc les 2 principales missions de ce conseil qui doit suivre
et contrôler l'exécution par le gouvernement des grandes orientations, des grandes décisions qui ont été définies par le Conseil militaire de la transition. Ça, c'est l'une de ses missions. Et l'autre mission, c'est d'exercer la fonction législative. Voilà. Et c'est de là où on parle maintenant de l'exécution de la fonction législative, de la fonction de parlementaire, comme c'est un organe de transition. Disons que cet organe de transition, il exerce en quelque sorte la souveraineté nationale. Alors, cet organe de transition est également régi par des textes. Parce qu'une fois que les conseils nationaux ont été désignés, donc vous avez suivi la rentrée parlementaire, après cette rentrée, ils ont défini le règlement intérieur, et ce règlement intérieur a été soumis à la validation donc, de la Cour suprême, qui disent qu'effectivement, ce règlement est conforme aux lois de la République, est conforme en quelque sorte à la charte de transition. Bon, maintenant, partant de là, ce Conseil national de transition, dans son règlement intérieur, a arrêté 10 commissions permanentes. 10 commissions permanentes, parmi lesquelles nous avons donc notre commission donc, numéro 5, qu'on appelle Commission de développement rural et environnement, pour faire court comme vous le dites. Monsieur le Président, après cette démarche pédagogique portant création du Conseil national de transition, portant mise en place du Conseil national de transition, vous êtes aujourd'hui président de la Commission développement rural environnement et changement climatique au sein du CNT. Alors, dites-nous quelles sont les attributions de cette commission dont vous avez la charge? Bien, cette commission traite les dossiers en provenance des 5 ministères, conformément à l'organigramme, à la structure générale du gouvernement actuel. Donc nous avons des dossiers qui doivent nous prévenir du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Élevage, du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Eau, hydraulique urbaine et pastorale, du ministère de l'Aménagement du territoire, urbanisme et habitat. Et je le disais, le rôle du Conseil national, c'est de suivre et d'exécuter les décisions du Conseil militaire de transition. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est d'exécuter. Et nous, en tant que conseillers nationaux, en tant que Parlement, nous devrions suivre si le gouvernement est en train d'exécuter les décisions qui ont été prises, les grandes orientations. Pourquoi? Le Premier ministre, avant de prendre fonction, souvent il va soumettre au Parlement, ou bien au Conseil national de transition que nous sommes, son programme politique, et une fois que l'accord lui a été donné, il va se mettre à exécuter. C'est pourquoi nous devrions suivre, est-ce qu'il est en train d'exécuter dans les normes, est-ce qu'il est en train de ne pas exécuter dans les normes. On suit ce qu'il fait, on le contrôle. C'est pourquoi, à un moment donné, on peut interpeller les ministres, etc. etc. Alors je disais, c'est ça notre rôle, premier rôle. Et le deuxième rôle, il dit, nous exerçons la fonction législative. Parce que le gouvernement, il a son programme, maintenant il a son programme dans le domaine de l'agriculture, il a son programme dans le domaine de l'élevage, etc., etc. Ce programme, les ministres sont concernés de les mettre en œuvre, de les mettre en pratique. Alors, souvent, c'est à travers des textes qu'ils envoient au niveau du Conseil national de transition. Les ministres envoient des projets, des lois, et ça, concernant tel ou tel domaine. Donc nous, si ça vient au Parlement, en ce qui concerne la commission développement rural, notre mission, c'est d'analyser ces textes-là, de les lire, de les analyser, tout ça, et de voir si ces textes-là entrent bien dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt, disons, de la population. C'est partant de là, effectivement, le programme que le ministère nous a envoyé, tout ça pour faire tel, etc., c'est effectivement, ça entre et c'est dans l'intérêt de la population.
Donc dans ces cas, en examinant, on fait un rapport et puis le rapport est d'abord fait au niveau de la commission et la commission soumet ce rapport au niveau de la plénière, parce que ce n'est pas ce qui a été arrêté au niveau de la commission qui doit s'appliquer. Maintenant, on soumet ça à la plénière. Une fois que la plénière a estimé qu'effectivement le texte soumis par le gouvernement pour son adoption est conforme et se va dans l'intérêt général de la population. C'est en ce moment que, bon, on l'adopte et on renvoie ça maintenant au niveau du ministère qui doit maintenant s'occuper de l'application sur le terrain. Oui. À un moment donné, on va également essayer de suivre est-ce que l'application sur le terrain, l'exécution sur le terrain est faite ou pas. Donc, en cas de quelque chose, on a le plein droit d'appeler le ministre pour lui demander des explications. Donc c'est pourquoi vous voyez un peu, souvent il y a des questions orales qu'on pose au ministre, des questions écrites, des interpellations, etc. etc. Donc voilà un peu ce qu'au niveau de chaque commission, nous devrons faire, nous particulièrement, tous les dossiers qui nous parviennent de ces différents ministères, on doit les traiter. Tout comme au niveau de la commission, on peut faire des propositions. On peut faire des propositions et ces propositions faites au niveau de la commission, adoptées par la plénière donc, du Conseil national de transition, seront transmises au gouvernement pour avis. Et si le gouvernement estime que c'est bon, dans ces cas, on nous renvoie et puis nous l'adoptons. Donc voilà en gros comment ça se passe au niveau de nos commissions. Oui, en termes d'efficacité, aujourd'hui, vous avez au moins 5 départements ministériels. Est-ce que, en termes d'efficacité, comment vous trouvez? Vous voyez, je crois que si vous voyez un peu les membres qui composent les commissions, c'est pratiquement, d'abord c'est des cadres, c'est des gens qui ont une certaine capacité d'examiner, d'analyser les dossiers qui leur parviennent. Et l'efficacité ne va pas manquer, vu donc les compétences que nous avons au niveau d'abord de notre commission. Mais en cela, je vous informe que toutes les commissions sont soutenues par ce qu'on appelle les assistants parlementaires. Donc, on partie des assistants parlementaires qui sont là, qui appuient donc les différentes commissions. Donc, quand les dossiers arrivent, ils les traitent et puis ils soumettent maintenant donc, à la plénière de la commission. Maintenant, au gouvernement de la commission va s'engager sur ça et ainsi de suite. Donc, je ne pense pas que cela puisse vraiment entraver l'efficacité, l'efficience du travail au niveau de la commission. Oui. Et oui, par rapport à ça, donc je vous dirais que souvent, les commissions, quand vous recevez un dossier, vous êtes également tenu par le temps. Donc il y a des délais qui sont fixés. Vous avez un dossier, donc vous êtes obligé de traiter ce dossier et puis le soumettre dans les délais impartis. Donc là également, c'est un aspect qui fait que vous êtes obligé d'être efficace. Et les rapports que vous présentez à la plénière, si des rapports qui ne sont pas efficaces, soyez rassurés que bon, vos collègues ne vont pas vous faire cadeau. On va rejeter ça. Oui, la troisième législature a certainement laissé un plat chaud sur votre table, sur la table du Conseil national de transition. Je voudrais effectivement parler du code pastoral qui a été retiré par le président Maréchal Défunt. Si aujourd'hui ce code pastoral revenait, quelle serait donc votre position? Vous savez, les dossiers, comme on dit, bon, c'est traité au niveau du Parlement, au niveau de ce Conseil, qui parle de points, etc. Donc il y a quand même des procédures d'aller-retour. Il n'est pas dit, une fois qu'un texte qui est adopté ou qui n'est pas adopté, il y a toujours d'autres possibilités, donc de réviser un texte, d'amender un texte, etc. Donc si le gouvernement nous renvoie, nous allons l'examiner et puis faire des propositions. Donc je ne pense pas que l'initiative qu'on dit toujours, ça revient donc du gouvernement, puisque le texte il est déjà là, donc il peut nous renvoyer pour essayer donc de revoir et puis toucher. D'une manière générale, comme nous sommes les législateurs, les textes qui existent, il y a cette possibilité d'amender peut-être 1 ou 2 articles au niveau du texte, ou bien d'amender la totalité du texte, etc. Toutes ces possibilités qui existent. Mais on est en période de transition et là nous sommes en train d'évoluer sans ce code pastoral. Est-ce que ce n'est pas un danger pour cette période de transition? Non, je ne pense pas que ça soit un danger. Vous savez, l'adoption des textes, souvent ne se font pas du jour au lendemain.
Donc le législateur, quand vous étudiez un texte, c'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir l'adopter. Ça prend du temps puisqu'il faut les étudier, examiner, voir les conséquences sur la population, etc., avant de l'adopter. Donc à un moment donné, comme vous le dites, ce code a été examiné, c'est pas ça a été adopté puis ça a été transmis, mais toujours est-il que si le code revient, on sera obligé donc de voir quelles sont les parties qui posent peut-être problème et puis apporter notre contribution par rapport donc à ça. Monsieur le Président, à l'exemple du code pastoral, aujourd'hui nous assistons quelquefois à des conflits fonciers. En cas de ces genres de conflits, vous, au niveau de la Commission, que feriez-vous? Surtout qu'aujourd'hui, le pays ne dispose que d'un code foncier un peu classique, un code foncier de 1976 qui semble être obsolète. Que fera donc la Commission en cas de conflit foncier pendant cette période de transition? Oui, comme vous le dites, les textes sont obsolètes, mais s'il y a un conflit, comme je disais, au niveau du Parlement, nous, on ne s'occupe pas de la gestion. Donc nous, on examine, on adopte les textes, les lois et autres qui doivent être appliqués, être mis en exécution par le gouvernement à travers ses services techniques. Alors, s'il y a un problème, que les gens rencontrent un problème parce que la loi est désuète ou bien le code est désuet, c'est à eux de faire des propositions pour envoyer au niveau du Parlement afin que le Parlement puisse revoir, se conforme, etc. et puis l'adopter. Les anciens textes doivent absolument être révisés. Et c'est le gouvernement, à travers ces techniciens qui sont sur le terrain, qui voient les difficultés qu'ils ont pour la mise en œuvre, donc d'alerter. Sinon, une fois qu'une loi, un code a été adopté et puis transmis, bon, ça ne revient plus au Parlement de suivre comment se... Non, mais vous pouvez aussi faire des propositions de loi. Oui, mais on peut faire des propositions de loi à condition que nous soyons saisis. Par exemple, en tant que conseillers nationaux, tout ça, vous pouvez être citoyen, vous pouvez donc écrire au président de l'Assemblée nationale pour soulever l'aspect de tel un texte, vous référez à un texte, tel texte, bon, il y a tel point qui ne va pas, bon. Et là, le président va soumettre maintenant à la commission compétente qui va étudier et puis, en suivant le mécanisme, on peut maintenant faire des révisions, des propositions, etc. Mais une fois que ça a été fait, on ne peut pas... Tu dis, bon, je me réveille un matin en tant que conseiller, on va changer. Non, non, non. Mais un citoyen peut nous saisir pour dire que, bon, il a le plein droit de saisir parce que dans la pratique, il a vu qu'au niveau de l'application, il est victime de telle chose, bon. Il peut très bien demander, saisir pour demander. Il se pose toujours un problème, monsieur le conseiller, dans la gestion de nos terres. Vous avez aussi cette responsabilité de participer à la cohésion sociale. Vous devez faire des propositions de loi pour ne serait-ce que résoudre ces problèmes de conflits fonciers. Non, je disais que faire des propositions, ça fait partie de nos attributions aussi. Ça fait partie de nos attributions. Je le dis, il n'est pas exclu que, en tant que parlementaire, en tant que député, je peux faire des propositions. Je fais la proposition au niveau donc du Parlement. Et puis, une fois au niveau de la plénière, c'est adopté. Cette proposition, on l'envoie au gouvernement. Parce que comme c'est une proposition, on envoie au gouvernement pour demander son avis. Une fois que le gouvernement donne son avis, donc ça nous revient, on l'adopte. Mais il n'est pas exclu qu'en tant que parlementaire, on peut faire des propositions de loi si tel ou tel aspect du problème. Mais quand les textes existent déjà, donc c'est aux utilisateurs de ces textes qui peuvent donc demander à ce qu'on puisse réviser ou bien à ce qu'on puisse amender tel aspect. C'est ce que je voulais dire. Donc vous êtes entièrement disponible en cas d'amendement. Oui, peut-être une dernière question. Nous sommes en période de transition. Vous gérez ici 5 départements ministériels. C'est des départements clés. Nous avons par exemple la commission développement rural, l'environnement, le foncier. C'est des sujets un peu sensibles où on assiste quotidiennement à des conflits. Si vous avez par exemple un message à adresser, par exemple, à ces différents départements ministériels pendant cette période de transition à la population. Oui, d'abord, à l'endroit du gouvernement,
Je crois qu'ils devraient essayer de revoir les textes qu'ils ont, tout ça, et s'il y a des textes qu'ils nécessitent, à ce qu'ils soient amendés, ou à ce qu'ils soient révisés, etc., d'envoyer leurs propositions pour que, au niveau du Parlement, on puisse les examiner. Parce que c'est nous qui examinons et c'est nous qui adoptons les lois. Donc s'ils voient qu'il y a des difficultés, ils peuvent nécessairement contacter le Parlement pour tel aspect de problème. Maintenant, d'une manière générale, à l'endroit de la population tchadienne, que ce soit les éleveurs, l'agriculture, tout ça, je demande à ce que nous soyons soudés. Vrai, le problème existe, mais il faudrait qu'il y ait cohabitation pacifique, comme par le passé. Alors ça, c'est un problème peut-être de culture, de mentalité aussi. Et peut-être avec le temps, pourquoi pas demander au niveau même du ministère donc, de l'éducation, tout ça, de voir dans le programme, insérer l'instruction civique, etc., etc. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de problème. Les gens vivent correctement, sans distinction de race, de religion. Vous voyez qu'à l'époque, quand on venait ici à Port-Lamy, à l'époque, bon, les quartiers n'ont rien à faire, les quartiers, bon. Les gens sont mélangés. Les gens sont mélangés. Mais depuis la guerre de 1979, et au retour de ça, maintenant on a commencé, tu viens là, bon, tu viens du village là, tu vas chercher là où... Et c'est pourquoi aujourd'hui, en Djamena, nous voyons donc des quartiers qui sont habités que par des ressortissants d'une même région. Parce que quand tu viens d'Abéché, là où il y a mon parent, je viens ici. Donc maintenant, en Djamena, les quartiers sont là. On te dit quartier ceci, quartier ceci. Et c'est des communautés. Parce que quand les gens viennent du village, ils veulent être là où il y a son parent. Parce qu'ils se sentent peut-être beaucoup plus en sécurité. Alors, je crois que ça, c'est une mentalité qu'on doit changer. Et dans nos messages que j'ai, parce qu'aujourd'hui même, au niveau de la maison, au niveau de l'école, même les enfants, quand ils parlent, c'est toujours avec un esprit de division, je suis ceci, je suis cela, etc. Je vous dis, à l'époque, bon, jusqu'en terminale, jusqu'à on est allé en études, les gars avec qui on a étudié, je ne sais pas de quelle préfecture il vient, parce qu'à l'époque, c'est les préfectures. Bon, tu vois, c'est au retour des études, après 82, que bon, maintenant on dit, bon, dès que tu dis, je m'appelle X, ah, X, il est de telle région, de telle autre. Donc on dit X, on sait que... Et ça c'est vraiment, c'est regrettable. Il faudrait vraiment qu'on puisse peut-être penser au niveau de l'instruction civique que ça change, que nos enfants qui grandissent puissent grandir avec une nouvelle mentalité. Parce qu'aujourd'hui, demander à des enfants quel est son maître de telle matière, il ne peut pas te dire. On te dit, ah, c'est un X, ou c'est un Y, ou tu dis, bon, oui, c'est un Doum, ou bien c'est un Sarak, comme ça, ainsi de suite. Oui. Alors qu'à l'époque, on écrivait le nom de nos professeurs sur les cahiers. Aujourd'hui, les enfants, elle est là, ma fille, là, elle est en 6e. Posez-lui la question, peut-être qu'elle ne saura pas donner le nom de son professeur. Donc, je crois qu'on a une très, très grande responsabilité, nous, les parents. Hein. Nous, on est déjà. Mais on a une très, très grande responsabilité. On était en 6e, notre professeur d'anglais, bon, il dit, si quelqu'un vous pose la question, bon, à l'époque, on est petit, on ne comprenait rien. Il dit, bon, si quelqu'un vous pose la question, de quel pays vous êtes, dites, je suis tchadien. Si vous dites tchadien d'où, dites-lui tchadien du Tchad. Ouais. Ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui, c'est une histoire de 72 là-bas. Tchadien du Tchad. Bon, c'est par le temps qu'on a compris son message. Il s'appelle M. Bedoum. Bon, on ne savait même pas d'où. C'est maintenant qu'on sait, quand je dis Bedoum, là, je sais qu'il est peut-être du Logon occidental, Logon oriental. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau conseiller Ahmad Abdoulaye Ogoum. Il est président de la commission développement rural, environnement et changement climatique, aménagement du territoire, urbanisme et habitat. Il était question au cours de cette émission de la présentation de sa commission. Au revoir et à la semaine prochaine.